Il existe un moment dans la vie de certaines personnes où tout s'arrête. Pas à l'extérieur. Le monde continue de tourner. Les responsabilités continuent de s'accumuler. Les relations continuent de fonctionner. Mais quelque chose à l'intérieur cesse tout simplement. Comme si une corde invisible qui soutenait toute la structure émotionnelle s'était rompue en silence. C'est un effondrement qui ne fait pas de bruit. Il n'attire pas l'attention. Il ne suscite ni pitié ni secours. C'est une implosion intime qui se produit pendant que l'on sourit sur les photos, que l'on respecte les délais, que l'on répond « je vais bien » quand quelqu'un nous demande comment on va. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental est mort. Jung a appelé cela la nuit noire de l'âme moderne, le moment où le masque social devient physiquement insupportable à porter, quand faire semblant que la vie a un sens demande plus d'énergie que l'on en a à disposition. Quand la persona construite pour plaire, survivre et s'intégrer révèle enfin sa véritable nature, une prison raffinée qui tue lentement ceux qui y vivent. C'est à ce moment-là qu'apparaît un sentiment étrange et perturbant, la perception que toute la structure de la vie, le travail, les relations, les objectifs, les rêves vendus comme des réalisations, a été construite pour quelqu'un que nous ne sommes pas. Comme si nous vivions la vie d'un étranger, jouant un rôle que nous n'avons jamais choisi, suivant un scénario écrit par d'autres personnes. Et le plus effrayant, découvrir que ce sentiment d'aliénation n'est pas un défaut personnel. C'est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus grand, une épidémie silencieuse qui touche des millions de personnes fonctionnellement mortes, fonctionnant en pilote automatique, tandis que leur âme crie pour être libérée. Des personnes qui se réveillent chaque jour en se sentant comme des acteurs fatigués jouant leur propre vie. Mais il y a quelque chose de plus profond dans cet effondrement, quelque chose que la psychologie conventionnelle ne peut expliquer, mais que Jung a parfaitement compris. Ce n'est pas une fin, c'est un appel. Lorsque l'âme atteint sa limite de tolérance à la falsification, elle entame un processus brutal, mais nécessaire, d'autosauvetage. Et alors, quelque chose de curieux se produit. Au moment précis où cette douleur atteint son paroxysme, lorsqu'il n'y a plus la force de continuer à faire semblant, certains messages commencent à apparaître, comme si l'inconscient désespéré de communiquer intensifiait son activité symbolique. Une vidéo apparaît dans le fil d'actualité. Une conversation touche juste. Une phrase dans un livre décrit exactement ce que nous ne parvenons pas à verbaliser. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'âme qui cherche activement les clés pour s'échapper de sa propre prison. Et si ce contenu est arrivé jusqu'ici maintenant, c'est parce que quelque chose à l'intérieur a reconnu. Ce message est nécessaire, urgent, incontournable, car il existe une vérité sur cet effondrement intérieur que presque personne n'ose dire. Et cette vérité change complètement le sens de la douleur que l'on ressent, du vide qui ronge de l'intérieur, du sentiment de vivre une vie qui n'appartient à personne. La société moderne a maîtrisé l'art de créer des prisons invisibles. Elles ne sont pas faites de barreaux ou de murs, mais d'attentes, de routines et de promesses vides qui se répètent en boucle. Étudiez, obtenez votre diplôme, travaillez, mariez-vous, consommez, produisez, obéissez. Et si vous suivez toutes les étapes correctement, vous serez récompensé par quelque chose appelé bonheur. Mais personne n'explique que ce bonheur est un mirage construit en laboratoire, une version pasteurisée et emballée du contentement qui a le goût du plastique et la texture du papier. C'est le bonheur du centre commercial, du statut sur les réseaux sociaux, de l'approbation familiale. C'est tout sauf la vraie vie. Des millions de personnes se réveillent chaque jour dans des appartements qui ressemblent à des showrooms, conduisent des voitures financées pour se rendre à des emplois qui leur pompent toute leur énergie vitale, rentrent chez elles trop épuisées pour ressentir autre chose qu'un vide insidieux. Et lorsque ce vide devient trop fort pour être ignoré, la société leur offre des anesthésiques, divertissement, consommation, relations superficielles, productivité obsessionnelle. C'est comme vivre dans un aquarium transparent. De l'extérieur, tout semble parfait. La décoration est en place, l'éclairage est adéquat, il y a un mouvement constant. Mais à l'intérieur, il n'y a que la répétition mécanique des mêmes mouvements, jour après jour, dans une atmosphère raréfiée qui ne soutient pas la vie réelle. Seulement la survie fonctionnelle. La normalité est devenue une drogue socialement acceptée. Une forme de dépendance qui n'est pas classée comme une maladie parce qu'elle est partagée par presque tout le monde. C'est la dépendance à la conformité, à la fausse sécurité, à la vie en pilote automatique. Et comme toute dépendance, elle nécessite des doses de plus en plus importantes pour maintenir son effet. Plus de travail, plus d'achats, plus de distractions, plus de précipitation pour ne pas avoir le temps de remettre en question. Le système est ingénieux dans sa cruauté. Il ne brise pas les gens d'un seul coup, ce serait trop évident. Au lieu de cela, il aspire leur vitalité goutte à goutte, remplaçant les rêves par des responsabilités, la curiosité par l'efficacité, la spontanéité par la productivité.
C'est un processus si graduel que beaucoup ne se rendent même pas compte qu'ils ont cessé d'être des êtres humains pour devenir des ressources humaines. Le mécanisme est parfait. Il commence dès l'enfance, lorsque nous enseignons aux enfants qu'il est important d'être bien élevé, d'avoir de bonnes notes, de ne pas faire trop de bruit. Il se poursuit à l'adolescence, lorsque nous leur disons que les rêves sont des sottises et qu'ils doivent penser à l'avenir. Et il se consolide à l'âge adulte, lorsque nous vendons notre âme à crédit, un choix sensé à la fois. Jung a mis en garde contre cela il y a près d'un siècle. La plus grande menace pour la santé mentale moderne ne serait pas la folie individuelle, mais la folie collective déguisée en santé mentale. La transformation d'êtres humains uniques et complexes en statistiques fonctionnelles, en pièces interchangeables d'une machine qui ne valorise que la productivité et l'obéissance. Et cette machine est séduisante. Elle offre la sécurité en échange de l'authenticité. Elle promet la stabilité en échange de la spontanéité. Elle garantit l'acceptation sociale en échange de la voix intérieure. C'est un contrat apparemment équitable. Renoncez à qui vous êtes et vous recevrez en échange une place dans le monde, un salaire, une identité socialement approuvée. Mais le prix réel ne se révèle qu'après coup, lorsque le jeune idéaliste devient un cadre cynique, lorsque l'artiste se transforme en employé administratif, lorsque le rêveur devient le pragmatique qui conseille aux autres jeunes d'être réalistes. C'est une mort lente de l'âme, déguisée en maturité. Le plus cruel, c'est que ce système s'auto-alimente grâce à notre complicité inconsciente. Chaque fois que quelqu'un étouffe une impulsion créative pour être responsable, chaque fois qu'une personne choisit la sécurité plutôt que l'aventure, chaque fois que nous acceptons un emploi qui tue notre âme parce qu'il paie les factures, nous renforçons cette structure. La tragédie, c'est que cette prison a été construite avec notre propre consentement. Personne ne nous a forcés, nous avons été convaincus. Séduits par la promesse que si nous étions de bons garçons et de bonnes filles, si nous suivions les règles, si nous ne posions pas trop de questions, nous serions récompensés par une vie épanouie. Mais la récompense n'arrive jamais. Ou quand elle arrive, elle a un goût de cendre. Et le plus pervers, c'est que cette prison dorée se vend comme une liberté. Vous pouvez être tout ce que vous voulez, disent-ils, tant que c'est socialement acceptable, économiquement viable et que cela ne perturbe pas l'ordre établi. C'est une liberté à la carte. Vous pouvez choisir parmi les options préapprouvées, mais vous ne pouvez jamais vous demander si vous voulez être dans le restaurant. La vie moderne a créé un paradoxe pervers. Plus une personne réussit dans cette structure, plus elle est morte à l'intérieur. Plus elle s'adapte parfaitement aux attentes sociales, moins elle peut accéder à sa propre vitalité. C'est comme si le succès social était directement proportionnel à l'échec existentiel. Des millions de personnes se promènent comme des zombies fonctionnels, remplissant efficacement leurs obligations, entretenant des relations cordiales, payant leurs factures à temps, mais complètement déconnectées de tout ce qui ressemble à la vraie vie. Elles sont comme des plantes en pot, techniquement vivantes, mais ne fleurissant jamais vraiment. Lorsque quelqu'un commence à sentir qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais dans cette structure, le système offre rapidement des explications. Ce n'est que du stress, un manque de gratitude, une dépression qui se résout avec des médicaments, une crise de la quarantaine qui passera. Tout pour éviter la question la plus dangereuse de toutes. Et si le problème ne venait pas de la personne, mais de la vie qu'elle est contrainte de mener? Cette question est révolutionnaire car elle suggère que peut-être l'adaptation totale à la société est en fait une forme de maladie, que peut-être le malaise, l'angoisse, le sentiment de ne pas appartenir sont les signes d'une âme saine réagissant à un environnement toxique, que peut-être la douleur existentielle est la dernière forme de résistance de la psyché contre sa propre annihilation. Mais accepter cela exige d'affronter une vérité encore plus inconfortable, que la vie normale que nous avons construite avec tant d'efforts et de sacrifices est peut-être précisément ce qui nous tue de l'intérieur, et qu'il est peut-être temps de remettre en question non seulement nos choix, mais aussi tout le système de valeurs qui les sous-tend. C'est à ce moment-là que quelque chose d'inévitable commence à se produire. L'âme, fatiguée d'être étouffée, entame une rébellion silencieuse. Et cette rébellion ne se manifeste pas par des cris ou des protestations, mais par un langage beaucoup plus subtil et puissant. Il y a des moments dans la vie où le hasard cesse d'exister, quand une chanson passe à la radio avec exactement les paroles dont on a besoin d'entendre, quand un livre s'ouvre sur une page qui semble avoir été écrite spécialement pour cet instant, quand une conversation fortuite touche une blessure dont personne ne savait qu'elle était ouverte. Jung a donné un nom à cela, la synchronicité. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas le destin, c'est le langage que l'inconscient utilise lorsque l'ego refuse d'écouter par les canaux conventionnels. C'est le système de navigation de la psyché qui tente de guider une âme perdue vers son foyer. L'inconscient ne s'exprime pas par des arguments rationnels ou des explications logiques. Il murmure à travers des symboles, des coïncidences apparemment impossibles,
Des rencontres qui devraient être fortuites mais qui ont une signification trop profonde pour être ignorées. C'est comme s'il existait une intelligence cachée orchestrant des événements extérieurs pour refléter la transformation interne qui tente d'émerger. Lorsqu'une personne est au seuil d'une rupture existentielle, à ce moment où l'ancienne vie ne convient plus, mais où la nouvelle n'est pas encore née, l'inconscient intensifie son activité symbolique. Soudain, tout semble avoir un sens. Une phrase entendue par hasard dans la rue résonne pendant des jours. Un film aborde exactement la question qui nous tourmente depuis des mois. Une personne apparaît de nulle part, apportant exactement la perspective qui manquait. Et alors surgit le doute. Est-ce réel ou simplement une projection? Est-ce une coïncidence ou y a-t-il quelque chose de plus grand qui se passe? L'esprit rationnel tente de catégoriser, d'expliquer, de tout réduire à des probabilités statistiques. Mais l'âme reconnaît immédiatement l'authenticité de ce qui se passe. C'est comme si elle était avide d'orientation et qu'elle commençait soudainement à trouver des indices partout. Ce que la science matérialiste ne parvient pas à expliquer, c'est comment cette communication symbolique fonctionne avec une précision chirurgicale. Comment est-il possible que la bonne vidéo apparaisse dans le fil d'actualité au moment précis où la personne a le plus besoin de ce message? Comment une conversation apparemment aléatoire peut-elle contenir exactement les mots que quelqu'un avait besoin d'entendre mais n'avait jamais osé chercher? La réponse réside dans une compréhension plus profonde du fonctionnement de la psyché humaine. L'inconscient n'est pas une entité distincte fonctionnant indépendamment de la conscience. Il s'agit d'une intelligence complémentaire qui traite les informations à une fréquence différente. Alors que l'esprit conscient traite des données immédiates et logiques, l'inconscient travaille avec des modèles, des tendances, des possibilités, des connexions qui transcendent la causalité linéaire. Jung a compris que l'inconscient n'est pas seulement un dépôt de souvenirs refoulés ou d'impulsions primitives. C'est une intelligence vivante, dynamique, qui recherche constamment l'équilibre et l'évolution de la psyché. Et lorsque l'ego conscient est perdu, confus, prisonnier de schémas autodestructeurs, l'inconscient utilise toute la réalité extérieure comme un miroir pour communiquer ce qui doit être compris. C'est pourquoi certaines personnes, certains livres, certains films, certaines idées apparaissent dans notre vie précisément au moment où nous sommes prêts à les recevoir. Pas avant, car l'ego n'a pas encore développé la sensibilité nécessaire pour comprendre le message. Pas après, car le moment de la transformation serait déjà passé. Mais au moment idéal, lorsque la douleur a atteint le niveau nécessaire pour briser les résistances et ouvrir l'esprit à de nouvelles possibilités. Il existe une différence fondamentale entre rechercher activement des réponses et être réceptif pour les recevoir. Quand quelqu'un cherche désespérément des solutions, il ne trouve généralement que des confirmations de ce qu'il croit déjà. Mais lorsque la recherche vient d'un endroit plus profond, d'un besoin authentique de transformation, les réponses commencent à émerger d'endroits inattendus. Cela explique pourquoi des millions de personnes peuvent regarder le même contenu, mais seules quelques-unes ressentent cette étrange familiarité, ce sentiment de reconnaissance profonde. Ce n'est pas que le message soit différent pour chacun. C'est simplement que seuls quelques-uns ont développé la réceptivité nécessaire pour décoder ce qui est communiqué entre les lignes. Si cette vidéo vous est parvenue, ce n'est pas par hasard. Faites une pause un instant et ressentez l'étrange familiarité de ces mots, comme s'il s'agissait de pensées qui étaient déjà en vous, attendant simplement un langage qui les rende clairs. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la synchronicité à l'œuvre. L'inconscient collectif, cette couche la plus profonde de la psyché que nous partageons tous, fonctionne comme un réseau invisible reliant des expériences humaines similaires. Lorsqu'une personne est en train de s'éveiller, elle se met automatiquement en phase avec des contenus, des personnes et des situations qui résonnent avec cette fréquence de transformation. Mais cette communication symbolique a une caractéristique particulière. Elle ne convainc jamais par la force. Elle ne crie jamais. Elle n'oblige jamais. Elle touche, suggère, insinue simplement. C'est comme une musique lointaine que l'on ne peut entendre que lorsque l'on fait taire le bruit de notre esprit et que l'on prête attention. Et lorsque nous l'entendons enfin, le sentiment est toujours le même. Je l'ai toujours su, mais je n'avais pas les mots pour l'exprimer. La synchronicité s'intensifie précisément dans les moments de crise majeure, car la crise brise les défenses de l'ego. Quand quelqu'un est à l'aise, établi, sûr de ses certitudes, l'inconscient murmure doucement et est rarement entendu. Mais lorsque la vie s'effondre, lorsque les certitudes se dissolvent, lorsque la douleur devient insupportable, les barrières tombent et la communication symbolique coule avec une intensité presque effrayante. C'est dans cet état de vulnérabilité créative que les bons messages commencent à apparaître. Il ne s'agit pas de messages génériques ou motivants, mais de communication spécifique, personnalisée, qui s'adresse directement à la blessure particulière de chaque personne. Comme si l'univers tout entier conspirait pour offrir exactement ce dont chaque âme a besoin pour passer à l'étape suivante. Il existe une ancienne technique de navigation appelée navigation céleste.
dans laquelle les marins utilisaient les étoiles pour s'orienter dans des océans sans repères visibles. L'inconscient fonctionne de manière similaire. Lorsque nous sommes perdus dans l'immensité de l'expérience humaine, il nous offre des points de repère symboliques pour nous orienter vers notre destin psychique. Mais il existe un paradoxe dans cette communication. Plus on essaie de forcer ou de contrôler le processus, moins il est efficace. La synchronicité fonctionne par la réceptivité, pas par la manipulation. Il faut être ouvert sans être désespéré, attentif sans être anxieux, réceptif sans être dépendant. Et c'est précisément cette réceptivité qui prépare le terrain pour le prochain mouvement inévitable dans ce processus, le moment où il faut sortir de la zone de confort de la compréhension et entrer dans le territoire risqué de l'action. Il existe un gouffre invisible qui sépare deux versions d'une même personne, celle qui sait ce qui doit être fait et celle qui agit réellement. Entre ces deux points, il y a un espace vide où vivent toutes les peurs, toutes les excuses, toutes les rationalisations qui maintiennent quelqu'un prisonnier d'une vie qu'il déteste au nom d'une sécurité qui ne le nourrit pas. Jung a appelé ce moment la confrontation avec le dragon intérieur. Non pas un dragon extérieur qui peut être combattu avec des épées ou des stratégies, mais la créature symbolique qui vit dans la psyché et dont la fonction est de maintenir tout exactement tel quel. Ce dragon murmure des mensonges sophistiqués. Vous n'êtes pas prêt. Ce n'est pas le bon moment. Et si ça ne marche pas, que vont penser les autres ? Le dragon ne ment jamais complètement. Il y a toujours une part de vérité dans ses paroles, suffisamment pour paraître sensé, prudent, réaliste. Il ne dit pas « tu vas échouer ». Il dit « tu peux échouer » et échouer serait terrible. Il ne dit pas « ne change pas ». Il dit « change », mais seulement quand tu es absolument certain que cela fonctionnera. Et cette certitude absolue n'arrive jamais, parce que la certitude est le luxe de ceux qui choisissent la médiocrité. Ceux qui décident de vivre authentiquement doivent apprendre à danser avec l'incertitude, à construire des ponts tout en les traversant, à sauter avant de savoir exactement où ils vont atterrir. Le saut vers l'authenticité est terrifiant car il implique une forme de mort. La mort symbolique de la persona qui a été construite pour survivre. La mort du personnage social qui vous a amené jusqu'ici, mais qui est maintenant devenu une prison. La mort d'une version de vous-même qui, aussi douloureuse soit-elle, était au moins familière, prévisible, contrôlable. Il existe une différence cruelle entre savoir ce qui est juste et avoir le courage de le faire. Des millions de personnes passent des années, des décennies entières, à savoir exactement ce qu'elles doivent changer dans leur vie. Elles savent qu'elles doivent quitter cette relation qui les étouffe. Elles savent qu'elles doivent quitter cet emploi qui tue leur âme. Elles savent qu'elles doivent cesser de vivre pour plaire aux autres. Mais entre savoir et agir, il y a un gouffre qui semble infranchissable. Ce gouffre est comblé par une substance invisible, mais dense. La peur de la liberté, car la liberté n'est pas seulement l'absence de prison extérieure, c'est surtout la responsabilité totale de ses propres choix. Et cette responsabilité terrifie plus que n'importe quelle prison. Au moins, en prison, on peut blâmer les barreaux. En liberté, il ne reste plus qu'à assumer les conséquences. La peur la plus profonde n'est pas celle d'échouer, c'est celle de découvrir qu'il a toujours été possible de vivre différemment, mais que l'on a perdu des années, voire des décennies, en choisissant la sécurité plutôt que la vie. C'est cette peur qui paralyse. La possibilité de regarder en arrière et de se rendre compte que toute cette douleur était évitable, que toute cette conformité était un choix, que toute cette inauthenticité était une trahison de soi-même. Mais il y a quelque chose d'encore plus effrayant que cette peur, la possibilité de ne jamais découvrir qui nous sommes vraiment sous tous ces masques, de mourir sans avoir jamais vécu authentiquement, d'arriver à la fin de sa vie en portant le poids silencieux de tous les « et si » qui n'ont jamais été explorés. La psyché humaine possède un mécanisme pervers qui préfère la douleur familière à la joie inconnue. Il est plus facile de supporter une vie misérable que nous connaissons que de risquer une vie épanouie qui pourrait nous décevoir. Ce mécanisme a évolué pour nous protéger des dangers physiques, mais dans la vie moderne, il est devenu une prison psychologique qui nous protège de la vie elle-même. Le saut ne peut être progressif. Il n'est pas possible d'être à moitié authentique, d'être à moitié libre, de vivre à moitié la vérité. L'authenticité exige la radicalité, non pas parce qu'elle est dramatique, mais parce qu'elle est intégrale. Soit on choisit de vivre en accord avec sa vérité intérieure, soit on continue à jouer un rôle. Il n'y a pas de juste milieu qui fonctionne à long terme. Et c'est là que réside le paradoxe le plus cruel du processus. Il n'est possible de développer son courage qu'en agissant courageusement. Il n'y a pas moyen de s'entraîner à la liberté dans la sécurité. Il n'y a pas moyen de répéter l'authenticité dans la conformité. Le courage est un muscle qui ne se développe qu'en étant exercé dans des situations qui exigent réellement du courage. C'est pourquoi le dragon intérieur est si rusé. Il offre 1000 façons de repousser le saut. Je vais d'abord économiser de l'argent. Je vais d'abord mieux me préparer. Je vais d'abord en parler à tout le monde. Je vais d'abord m'assurer.
Mais le d'abord ne s'arrête jamais. Il y a toujours une préparation supplémentaire, une garantie supplémentaire, une sécurité supplémentaire à rechercher avant d'agir enfin. Le dragon est particulièrement cruel car il utilise notre propre intelligence contre nous. Plus une personne est intelligente, plus ses rationalisations pour ne pas agir sont élaborées. L'intelligence sans courage devient un outil d'auto-sabotage, créant des scénarios de plus en plus sophistiqués pour expliquer pourquoi aujourd'hui n'est pas le bon jour, pourquoi ce n'est pas la bonne façon, pourquoi ce n'est pas le bon moment. La vérité que personne ne dit, c'est que celui qui attend d'être prêt ne saute jamais, car être prêt signifierait ne pas avoir peur. Et ne pas avoir peur signifierait que le saut n'est pas suffisamment significatif. La peur n'est pas l'ennemi du courage. Elle est l'indicateur que nous sommes sur la bonne voie. Jung a observé que tous les grands processus de transformation dans la vie humaine impliquent nécessairement une période de chaos, de confusion, de désorientation. La chenille ne se transforme pas progressivement en papillon. Elle se dissout complètement en une substance amorphe avant de se réorganiser sous une forme entièrement nouvelle. Le moment le plus dangereux de tout le processus n'est pas celui où nous décidons de sauter. C'est celui où nous commençons à rationaliser les raisons pour lesquelles nous ne devrions pas sauter. Lorsque le dragon intérieur parvient à nous convaincre qu'une vie médiocre n'est pas si mal, qu'il vaut peut-être mieux accepter les choses telles qu'elles sont, que cet appel intérieur n'était peut-être qu'une phase, un fantasme, une illusion romantique. Mais il existe une force dans la psyché humaine qui est plus puissante que n'importe quelle peur, le besoin d'intégrité. Et lorsque cette force finit par surmonter toutes les résistances, lorsque la douleur de rester le même devient plus grande que la peur du changement, quelque chose d'inévitable se produit. Il arrive un moment où toutes les excuses sont épuisées, où toutes les rationalisations perdent leur force, où tous les demain révèlent leur vrai visage. Un mensonge raconté pour repousser l'inévitable. C'est le moment où l'on doit choisir entre continuer à être victime de ses propres circonstances ou assumer la responsabilité radicale de sa propre existence. Cette responsabilité n'est pas un fardeau, c'est une libération, car celui qui assume pleinement la responsabilité de sa propre vie assume aussi pleinement le pouvoir de la changer. Il n'y a plus personne à blâmer. Il n'y a plus de facteurs externes à utiliser comme excuse. Il n'y a plus de si ou de quand ou de peut-être. Il n'y a que le choix brut, nu, inévitable. Agir ou accepter la médiocrité comme destin. La société nous apprend à externaliser notre liberté, à attendre que quelqu'un nous donne la permission de vivre, que quelqu'un nous valide, nous approuve, nous enseigne comment être heureux. Mais personne ne viendra. Aucun gourou, aucun thérapeute, aucun partenaire, aucun patron, aucun père ou mère ne viendra résoudre l'équation de votre existence. Parce que cette équation est intransférable. Elle est personnelle. Elle est la vôtre. Jung a compris que la véritable maturité psychologique commence lorsque nous cessons d'attendre que le monde s'adapte à nos besoins et que nous commençons à assumer l'entière responsabilité de notre expérience. Non pas des événements qui nous arrivent, mais de la manière dont nous y répondons. Non pas des circonstances auxquelles nous sommes confrontés, mais de la signification que nous choisissons de leur donner. Cela signifie accepter que si vous êtes malheureux dans votre relation, c'est à vous qu'il incombe de la quitter ou d'en transformer la dynamique. Si vous êtes coincé dans un emploi qui vous tue l'âme, c'est à vous qu'il incombe de chercher des alternatives. Si vous menez une vie qui ne correspond